Le père de ma fille, moi, régulièrement, il me plaquait contre le mur et il frappait à côté de ma tête, laissant un trou d'à peu près 15 cm de diamètre. Donc, il me frappait pas moi. Mais quelque part, à chaque fois que je passais ensuite devant le trou, je me disais, c'est peut-être ce qui fera à ma tête la prochaine fois. Je m'appelle Sarah Baruch, j'ai 43 ans, j'ai vécu pendant 10 ans des violences conjugales et aujourd'hui, j'essaye de faire bouger les lignes. Moi, j'étais avec un homme violent qui conditionnait la manière dont j'avais le droit de travailler, notamment. J'étais d'abord salariée dans une grande agence de publicité, puis de communication à Paris. Et ensuite, j'ai monté ma propre entreprise spécialisée dans le brand content. Enfin voilà, insuspectable. Et pourtant, j'avais même pas le droit d'aller faire un dîner avec des collègues. Donc je trouvais tout le temps des subterfuges pour planquer mon téléphone, pour aller me cacher dans les toilettes, pour pleurer un bon coup, dire amen, 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 et puis retourner en réunion. Et en fait, cette gymnastique, je l'ai faite presque 10 ans. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2020, je me suis enfuie avec mon bébé qui avait 16 mois parce que j'ai fini par avoir peur pour nous deux. Et lorsque je me suis réfugiée chez mes parents, ils m'ont hébergée pendant plusieurs mois et je me suis beaucoup interrogée. Déjà, j'avais honte parce que j'ai fait 10 ans d'études, que j'ai un père médecin, une mère institutrice et que j'avais l'impression que j'avais eu toutes les cartes en main pour ne pas vivre finalement un scénario de mauvais téléfilm et pourtant c'était ce qui se passait. Et donc je me suis demandé qui étaient les femmes qui mouraient de la violence de leurs compagnons ou ex-compagnons. Elles s'appellent Guylaine, Claire, Julie, Hilal, Mélissa. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi de la violence de son compagnon ou ex-compagnon. Pendant presque 3 ans, j'ai enquêté. J'ai interrogé des psychiatres, des magistrats, des journalistes, des associations. Je voulais comprendre l'ensemble du problème pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions. J'ai découvert beaucoup d'idées reçues, beaucoup de stéréotypes qui en réalité sont faux. Il n'y a pas de barrière, par exemple, sociale à la violence. C'est dans tous les milieux, toutes les cultures. Pendant toutes les années où j'étais salariée, je me rendais compte que ce que je vivais, ça n'allait pas. Puisque, justement, les collègues sont toujours des miroirs. J'étais privée de liberté, même si je voulais pas m'avouer que ce que je vivais, c'était de la violence. La violence, jusqu'ici, on l'a représentée énormément à travers les coups, en fait, à travers les violences physiques, mais ce n'est pas représentatif du phénomène. D'ailleurs, 60% des victimes de féminicide n'avaient jamais reçu de coups avant le jour de leur mort. La violence, elle n'existe pas sur une seule forme. Il y a aussi la violence psychologique, les violences matérielles, les violences sexuelles. Il y a aussi les violences économiques et administratives, c'est-à-dire ne pas pouvoir avoir accès à ses papiers, mais aussi comment on dépense notre argent. Est-ce qu'on a le droit de dépenser notre salaire? Est-ce qu'on a le droit de reprendre des études? Est-ce qu'on a le droit d'évoluer comme on veut professionnellement? En France, 62% des femmes qui portent plainte pour violence sont salariés. Ça veut dire que l'immense majorité des femmes qui subissent des violences sont dans l'entreprise. Donc il doit bien y avoir moyen de trouver des solutions. La problématique par rapport à l'entreprise, c'est que souvent les effets de la violence conjugale ressemblent à un désintérêt ou un manque de professionnalisme. Quelqu'un qui va avoir un fort taux d'absentéisme. Quelqu'un qui va jamais participer à la vie de l'équipe. Quelqu'un qui va négliger de plus en plus son apparence. Tout cela, en fait, mis bout à bout, c'est rare que ça interpelle pas. Malheureusement, il y a eu beaucoup de cas de convocation chez la DRH ou par le manager parce que les signaux que renvoyaient les victimes, c'était que peut-être elles cherchaient un autre travail ou qu'elles s'épanouissaient pas dans l'entreprise ou tout simplement elles n'étaient pas à la hauteur. Parce qu'elles faisaient beaucoup de fautes d'étourderie, elles oubliaient des rendez-vous, etc. Sauf qu'en réalité, la peur au quotidien et le stress au quotidien, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur les capacités cognitives. Et donc, c'est très important que les managers se forment à la détection des signaux faibles et de ce type de comportement, justement pour ne pas infliger de nouvelles peines. En renvoyant quelqu'un ou en lui causant davantage de peur encore de perdre son emploi quand elle est déjà dans une situation menaçante. Je vais donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, on a le droit, par exemple, d'autoriser une salariée à toucher l'épargne salariale en cas de dépôt de plainte pour violence conjugale. Ça coûte rien. Sauf qu'il faut juste y penser et puis il faut penser à le dire. Les femmes victimes de violences, il faut savoir que la plupart, elles sont fliquées chez elles.
C'est-à-dire que généralement, il y a une liste d'interdits, que lorsqu'elles accompagnent les enfants au sport, on sait à quelle heure elles s'en vont et combien de temps ça leur prend. Et il ne faut pas que ça dépasse de 10 minutes parce que sinon, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Donc, rien que le fait d'aller porter plainte, ça peut prendre une stratégie de 9 mois. Donc, si l'entreprise, par exemple, n'autorise pas les salariés à aller porter plainte sur le temps de travail, finalement, les victimes, elles ne portent pas plainte. Avoir un métier ou garder son métier, avoir des collègues, avoir une entreprise qui vous voit, en fait, c'est essentiel pour les victimes de violences. Qu'il s'agisse de leur possibilité de partir et d'éviter le danger, mais aussi et surtout pour réinventer la vie après le départ.